Bonjour à tous. Merci d'être là, déjà, pour commencer. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Bassel Abidi, je suis le fondateur de Orizio. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le simulateur Orizio au rendement locatif. Ouais. Ah, pas tant que ça. Il y en a plus, mais ok, tant mieux. Donc voilà, je suis le fondateur, donc c'est un service qui existe depuis longtemps. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, sauf après si vous avez des questions à la fin, je veux bien, hein, mais je ne suis pas là pour parler de ça, je vais parler plutôt du contexte actuel, qui est, comme tout le monde le sait, un peu compliqué en ce moment, de ce qui nous attend, de l'impact sur l'investissement immobilier en particulier, donc ça va être très pratique, très pragmatique, et des solutions, donc ce qu'il faut faire, parce que quand on comprend ce qui se passe, on est aussi plus armé pour mieux appréhender quand on veut investir. Voilà. Parce qu'il se passe un truc qui est quand même... voilà, je pense qu'on peut remonter des années en arrière, il va se passer un truc qui est quand même vraiment impactant aujourd'hui sur l'économie. Donc je commence par la situation actuelle. Donc je vais vous donner quelques chiffres, je vais rester très simple. Alors l'inflation, donc ça c'est le sujet du moment. Vous avez dû le voir partout dans les médias, on ne parle que de ça. Les prix augmentent. Alors ce qu'on sait à septembre, c'est qu'on est à plus 6% sur l'année, donc d'inflation moyenne globale, calculée par l'INSEE. Et la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, elle prévoit 8% sur l'année à peu près. Et justement, le rôle de la Banque Centrale Européenne, donc c'est celle qui prête les banques se financent auprès de la Banque Centrale Européenne, les États, etc. Donc c'est un peu c'est eux qui vont diriger un peu l'économie. Donc leur objectif, un de leurs objectifs, c'est de réduire ce taux d'inflation et de le ramener à 2%. Ce que fait la Banque Centrale Européenne pour justement réduire l'inflation, c'est de baisser ses taux directeurs. Alors c'est quoi ces taux directeurs? Les taux directeurs, c'est les taux auxquels les organismes vont se emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne, y compris les États. Et, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'immobilier, vous avez des indicateurs qui vont réagir en fonction de ces taux directeurs. Celui qu'il faut retenir quand vous faites de l'immobilier, c'est celui-là. L'OAT sur 10 ans, c'est l'obligation d'État, donc c'est le taux auquel l'État emprunte auprès de ses créanciers. Et il est intimement corrélé aux décisions que prend la BCE. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? La BCE, elle a augmenté ses taux directeurs un peu plus tôt dans l'année, elle l'a augmenté en juillet, et elle vient de le augmenter là en août, je crois, de mémoire. Ce qui a provoqué en fait l'augmentation que vous voyez là de ce... Alors ça, il faut le voir comme ce graphique-là, c'est vraiment, vous allez voir le taux d'emprunt de crédit immobilier qui est vraiment complètement corrélé à ça. C'est-à-dire que les banques se financent via cette obligation-là pour les crédits immobiliers. Donc j'ai choisi vraiment celui-là parce que évidemment, il n'y a pas que celui-là comme indicateur, mais c'est celui qui est important à retenir. Et en plus, vous avez 15 jours à un mois d'avance. C'est-à-dire quand ça évolue, vous allez avoir les taux des banques qui vont évoluer dans le même sens 15 jours, un mois plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ça fait ça? C'est qu'en fait, comme la banque paye plus cher l'argent qu'elle emprunte auprès de la Banque centrale, et bien évidemment, elle est obligée pour garder ses marges de le répercuter auprès de ses clients qui vont emprunter. Donc mécaniquement, c'est assez simple à comprendre, mécaniquement ça monte. Et on voit bien d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un graphe, alors je l'ai mis jusqu'à 2005, mais si on revenait encore, on verrait des variations encore plus grosses. C'est qu'on a eu des variations beaucoup plus hautes. Alors on est là, vous voyez, je vous ai mis moins 0,38% parce qu'en fait, en 2019-2020, c'était négatif. C'est-à-dire que les banques empruntaient et l'État empruntait de façon négative. Et là, on voit qu'on est maintenant à 2,49. Donc l'évolution, elle est quand même assez importante. Et c'est pas fini. Donc là, aujourd'hui, alors je vous ai montré ce graphe-là. Et aujourd'hui, si vous empruntez aujourd'hui sur 20 ans, en moyenne, évidemment, il y aura toujours des bons dossiers, des moins bons dossiers. Mais si vous empruntez pour un crédit immobilier sur 20 ans, vous êtes autour des 2% de taux nominal, donc le taux bancaire de l'emprunt. Pas le taux global qui prend tout, je vais y revenir, mais juste le taux nominal. On était à 1% en janvier de cette année. Donc on a doublé. Alors, ce n'est pas forcément inquiétant parce que 2%, ça reste un taux bas, en fait. Ça reste moindre que l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste de l'argent gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire moins cher que si vous utilisez votre propre argent, puisqu'en fait, l'inflation est à 6 et vous empruntez à 2.
Mais le problème, c'est qu'il y a comme une tendance à l'augmentation. Donc ça monte, et ça a monté, et la Banque centrale, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait continuer jusqu'à arriver à son objectif de 2% d'inflation. Donc, son objectif à la Banque centrale européenne, c'est de passer de 8 à 2. Alors, eux, ils disent 2024. Après, ça, c'est une boule de cristal, on ne sait pas. Mais leur objectif est de passer de 8 à 2. Donc, progressivement, ils vont continuer. Donc, en janvier, ils vont encore dire on augmente les taux directeurs, et ainsi de suite. Donc, les taux de crédit n'ont pas fini de monter. Donc là, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis 4%, mais en fait, on passera de 2 peut-être à 4, à 5, à 6, j'en sais rien, à 3, je ne sais pas. Là, je vous mets un point d'interrogation. Là, j'ai mis 4% pour vous dire, peut-être qu'on sera à 4% en 2024. Tout à fait possible, d'ailleurs. Ça va dépendre de la guerre en Ukraine, ça va dépendre de plein de choses, évidemment. Mais c'est ce qui nous attend. Voilà. Ça, c'est vraiment sur le crédit immobilier. Donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les conséquences pour le crédit immobilier. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'emprunter. Alors, je vais y revenir sur les causes et les solutions, mais c'est de plus en plus difficile. Donc, un des sujets, bien sûr, c'est le crédit immobilier, évidemment. Ce qu'on entend dire, on entend dire aujourd'hui un dossier sur 2 refusé, il y en a qui disent c'est moindre, vous voyez beaucoup de choses dans les médias, mais c'est clair que c'est plus difficile. Et je vais revenir sur les causes après. Donc évidemment, hein, le crédit, c'est un peu le cœur du sujet quand on veut acheter de l'immobilier. Donc j'ai fait un peu une petite projection. Donc là, j'ai mis les 3 dates que je vous avais indiquées. Donc on était à 1% de mensualité de crédit sur 20 ans en janvier 2022. On est à 2% actuellement. Et puis on se dit qu'on serait à 4% en 2024. C'est une hypothèse, hein, mais c'est pour vous montrer un peu les choses. Donc si on emprunte 200 000 euros, voilà la mensualité qu'on aurait. Alors j'ai pas mis les frais là, c'est juste il n'y a pas d'assurance, tout ça, c'est vraiment la mensualité du crédit uniquement. Et bien en janvier, vous ne remboursiez 920 euros. Là, vous remboursez aujourd'hui 1012. Là, ce que vous voyez en vert ici, c'est le taux d'endettement. Donc vous étiez à 31% de taux d'endettement. Alors là, j'ai pris un cas de 3 000 euros net par mois. Comme exemple. Mais c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Évidemment, ça va être différent en fonction le taux d'endettement va être différent en fonction de vos revenus. Aujourd'hui, on est à 34. Là, c'est un cas assez classique. 3 000 euros, j'emprunte 200 000 euros. Bon, c'est jouable. Hein. Et si on se projette, on passe à 40. Or, aujourd'hui, les règles du crédit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le comité de la stabilité financière qui impose aux banques certains critères, dont le principal est que les banques n'ont plus le droit de prêter au-dessus de 35% d'endettement, sauf dérogation. Et ils ont le droit de déroger sur 20% de leur dossier au global, donc évidemment les bons profils la plupart du temps. Donc ça commence à devenir compliqué, sachant qu'en plus les salaires, on ne sait pas ce qui va se passer, les gens ne sont peut-être pas ou peu augmentés, parce que voilà, les boîtes vont pas bien en ce moment, c'est compliqué le contexte, dans un contexte d'inflation, donc voilà ce qui se passe. Donc là on voit bien l'effet. Et quand même, on doit payer quand même près de 300 euros de plus par mois, quoi. Donc c'est pas rien. Et ça, c'est dans une hypothèse de 4%. Après, je ne sais pas, hein, il peut se passer autre chose. Donc ça, déjà, ça complique l'accès au crédit, évidemment, puisque il faut maintenant gagner plus, finalement, pour emprunter pour la même chose. Donc forcément, ça complique le crédit. Ensuite, il y a un autre sujet, et ça, je pense que vous avez dû le voir dans les médias très souvent, parce que les courtiers en parlent beaucoup, ils sont même réunis pour en parler. Beaucoup de courtiers disent qu'il y a un dossier sur 2 aujourd'hui qui est refusé à cause de ça, du taux d'usure. D'autres disent c'est 11%, c'est quelque part entre 11% et la moitié. Peu importe, il y a quand même un effet taux d'usure. Alors, pour vous expliquer le taux d'usure, c'est simple. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le taux maximum auquel la banque a le droit de prêter. C'est imposé par la Banque de France et par l'État, et ils sont obligés de s'y tenir. Peu importe, ils n'ont pas le droit de dépasser ce taux. Alors après, je vais l'expliquer après, les solutions pour ne pas le dépasser. Mais ils n'ont pas le choix. Donc la banque doit dire non. Elle ne peut pas y déroger, là, pour le coup. Donc, je vous ai mis un exemple. Alors, je vais mettre là, peut-être, vous voyez. Donc, j'ai mis un exemple. Un emprunt de 200 000 euros, j'ai repris le même exemple. Aujourd'hui, sur 20 ans, c'est 2% d'intérêt. Une assurance à 0,25%, ce qui est une assurance à peu près moyenne. Un jeune pourrait payer moins cher. Quelqu'un de plus âgé pourrait payer beaucoup plus cher, et c'est là que ça commence à poser problème. Ou si vous êtes fumeur, etc. Frais de dossier, 1000 euros, ça c'est la banque, et ils sont de plus en plus gros les frais de dossier en ce moment, parce que les banques n'ont plus de marge. Donc avant, ils demandaient 300 euros, là, 200 euros, ou rien même.
Là, ils demandent 1000, 1500, etc. Frais de garantie, donc ça c'est crédit logement ou autre type de garantie sur votre crédit, au cas où vous ne pouvez pas rembourser, la façon dont la banque peut se récupérer son argent. Et éventuellement un courtier, si vous passez par un courtier. Donc là, j'ai fait le calcul pour ce cas-là. Et donc, il faut calculer ce qu'on appelle le TAEG, donc qui est le taux global, qui comprend tous les frais. C'est celui-là qu'on utilise pour le comparer au taux d'usure. Et si on fait le calcul là, on est à 2,78%, et le taux d'usure actuellement, alors il va monter au 1er octobre, mais pour l'instant il est à 2,57%. Là, c'est la Banque de France qui le fixe, hein, vous pouvez aller sur le site. Et ben on dépasse. Voilà. Donc c'est assez simple de dépasser. Alors après je vais expliquer ce qu'on peut faire, donc il y a des solutions, hein, mais on est quand même, voilà, limite. On a même, je vous l'ai mis là, mais on a un petit Excel qui vous permet de faire ce calcul. Vous avez juste à changer les valeurs, vous pouvez jouer avec. Vous avez juste à mettre votre email et vous aurez l'Excel gratuitement. L'autre problème qu'on a, c'est les travaux et les charges, puisqu'il y a l'inflation, mais l'inflation, elle concerne tout. Donc elle concerne aussi le prix des matières premières, les travaux, la main-d'œuvre, et en ce moment, c'est la crise pour tout ce qui est construction, travaux, etc. Le logement neuf est en crise aussi à cause de ça. Ils sont obligés de retarder leur chantier, etc. Et les charges aussi, puisque EDF, enfin toutes les charges augmentent aussi. Donc quand vous gérez un bien immobilier, vous avez des charges aussi. Autre conséquence possible, c'est la baisse des prix. Donc la baisse des prix, on ne sait pas, personne ne sait, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça stagne, ça baisse dans certaines villes, type Paris. Bon, après, Paris, c'est peut-être un cas particulier. Mais on peut très bien penser que comme les gens n'arrivent plus à acheter, le crédit c'est compliqué, il y a un inversement du rapport de force, il va y avoir de plus en plus de stocks, et c'est le cas d'ailleurs à Paris, je crois. Plus en plus de biens à vendre et moins en moins d'acheteurs. Donc du coup, mécaniquement, à l'offre et à la demande, les prix peuvent baisser. Et l'immobilier a déjà baissé par le passé, attention, hein, c'est pas parce que c'est de l'immobilier que ça ne peut pas baisser. Dans les années 90, ça avait baissé énormément. Donc ça pourrait baisser. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que quand vous faites de l'investissement locatif, vous touchez des loyers. Et les loyers, ils sont indexés sur l'inflation. Puisque quand l'inflation, les loyers augmentent. Et c'est très facile de le vérifier, parce que les loyers sont indexés, enfin en tout cas quand vous avez un locataire et que vous voulez réindexer les loyers tous les ans, ils sont indexés sur l'IRL, donc l'indice des loyers, qui lui est indexé sur l'inflation. Donc au final, dès qu'il y a de l'inflation. Donc là aujourd'hui, sur le dernier trimestre, on est à plus 3,6%, donc c'est le taux où on peut augmenter le loyer, cette année, là, dans le trimestre, il était de 0,2 il n'y a pas très longtemps. Donc on ne pouvait quasiment pas augmenter le loyer il n'y a pas si longtemps. Donc maintenant on peut l'augmenter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que quand vous investissez dans l'immobilier, vous touchez un loyer qui vous protège de l'inflation. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut aussi retenir. Ça permet d'avoir un revenu qui s'indexe sur l'inflation. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est salarié. Alors les solutions. Donc plusieurs solutions. Ça, c'est évident. Le plus gros, ça c'est pour le taux d'usure, pour ne pas tomber dans le maximum du taux d'usure. Très simple, c'est les assurances de crédit des banques sont souvent très chères. Donc l'idée, c'est bien sûr de soit déléguer, trouver un assureur externe, souvent c'est moins cher. Limite de faire le devis, de le montrer à sa banque, et là, il peut arriver que la banque s'aligne. Donc au final, la banque elle vous fait son assurance, mais en plus elle s'aligne, donc ça c'est faisable. Hein. Moi je l'ai fait il y a quelques temps, ça marche. Et autre astuce peu connue, quand vous achetez à plusieurs, vous choisissez un taux de couverture, vous savez, 100% quotité sur chaque tête ou 50% sur chaque tête. Et bien quand vous faites ça, vous impactez le coût de l'assurance. Donc si vraiment vous êtes ric-rac et que vous voulez quand même, que vous posiez la question si vous faites 100% sur chacun ou 50% sur chacun, si vous faites ce choix-là, vous allez réduire le coût de l'assurance et donc potentiellement pouvoir passer sous le taux d'usure. Ça, c'est pas très connu, mais ça peut être une astuce intéressante. Ça, c'est quand on achète à plusieurs. Un autre conseil, moi c'est le conseil que je donne toujours, c'est vous allez d'abord voir votre banque pour le crédit, pour la faisabilité, avant d'aller voir un courtier ou quelqu'un qui vous assiste. Ensuite, pour les plus motivés, vous pouvez avoir plein de banques tout seul, si vous avez le temps, parce que ça prend du temps, et mettre en concurrence les offres. Ou alors, bien sûr, si vous ne pouvez pas, vous passez par un courtier. Et là, il faudra négocier, parce que les frais de courtage impactent, pareil, l'atteinte du taux d'usure. Alors, moins que l'assurance, beaucoup moins, mais quand même un petit impact. Si on est juste, ça peut aider.
Ensuite, la garantie. Alors ça aussi, c'est une astuce qui est peu connue, mais en fait, la plupart des gens qui empruntent aujourd'hui à la banque prennent la garantie Crédit Logement, qui est un organisme de cautionnement, c'est une caution en fait. Or, en fait, il existe d'autres moyens de garantir son crédit immobilier, qui sont l'hypothèque et le prêteur de deniers. Donc ça, c'est deux façons de... Ça, il faut le voir avec la banque. Hein. La banque est capable de vous faire ces deux options-là. La seule différence... Alors ça, bien sûr, c'est une garantie sur votre bien immobilier. Hein. Donc la différence, c'est que la banque, dans le cas de Crédit Logement, bah, elle se retourne vers... C'est un peu comme une assurance. Quand finalement, on s'assure tous, et puis l'assureur mutualise les risques et rembourse celui qui fait défaut. Bah, Crédit Logement, c'est pareil, mais pour l'immobilier. Donc les banques, c'est plus simple, ils n'ont rien à faire. Elles touchent leur dédommagement, etc. Sauf que l'hypothèque, c'est il faut récupérer votre bien, le mettre aux enchères, le vendre, vous voyez le truc. Ça, c'est pareil. La seule différence entre les deux, c'est que celle-là, elle ne peut pas être utilisée en VFA, c'est-à-dire en vente, quand vous achetez en vente future. C'est la seule différence. Mais les deux sont possibles auprès de votre banque. Et le gros avantage de ces deux options, c'est que quand vous faites votre crédit immobilier, c'est 50% moins cher. Je vous avais donné un exemple tout à l'heure, c'était 2800 € le crédit logement, c'est 1004 une hypothèque. À l'achat, donc sous le taux d'usure, puisqu'à l'achat, on prend en compte que les frais que vous payez au début pour calculer le taux d'usure. Même si à la fin, Crédit Logement est moins cher, parce que Crédit Logement, il vous rembourse à la fin. Sauf que le problème, c'est que le TAEG se calcule au début, pas à la fin. L'hypothèque, c'est l'inverse. On paye une partie de main levée au moment où on vend à la fin. Donc ça décale le calcul. Et donc le TAEG lui prend en compte que l'achat. Il ne prend pas en compte les frais globalement jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc ça c'est une astuce pour passer sous le taux d'usure aussi, qui n'est pas très connue d'ailleurs. C'est pareil, c'est une garantie sur votre maison, ou une maison, votre appartement. Et ça s'appelle, je ne me souviens plus du premier P, c'est prêteur de deniers, le deuxième. Privilège prêteur de deniers, c'est ça. Et il y a des petites différences de coûts. Il y en a un qui est un petit peu moins cher, mais c'est très similaire en fait. Après, dans les détails, je ne pourrais pas vous dire. Je sais juste qu'il y a des restrictions là. Ça ne s'applique pas à tous les achats immobiliers, celui-là, par rapport à l'hypothèque. Et ensuite, c'est la banque aussi. Il faut voir ça avec la banque si elle accepte de vous faire ces garanties. Normalement, oui. Donc ça, c'est une astuce qui n'est pas très connue. Ensuite, il y a d'autres... alors ça, c'est plus pour... comment dire ? Pour augmenter ses chances d'obtenir son crédit, d'avoir un taux moindre aussi. Si vous avez déjà des crédits immobiliers, parce que vous avez d'autres biens immobiliers, ces contrats-là, en fait, ils prévoient le fait que vous puissiez modifier vos échéances. Vous pouvez réduire la mensualité, allonger votre crédit, et ça, les gens n'y pensent pas. Mais il suffit de faire ça, et puis en fait, on va réduire son taux d'endettement, parce que la mensualité de crédit actuelle va baisser, donc votre taux d'endettement va augmenter, donc vous pouvez emprunter soit plus, soit vous pouvez faire votre projet que vous ne pouviez pas avant. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà des crédits, immobiliers ou autres d'ailleurs, n'importe quel crédit. Donc ça, c'est peu connu, la modulation d'échéance. Et le banquier sera obligé de le faire, c'est prévu au contrat, quasiment tout le monde a ça. Il suffit de regarder votre contrat de prêt. Vous pouvez faire racheter le crédit, ça c'est un peu plus dur, parce qu'il faut trouver une banque qui accepte de racheter votre crédit à un taux moindre, à une durée plus longue, etc. C'est faisable, mais là il faut voir avec les banques, il y en a qui vont refuser, il y en a qui vont accepter. Remboursement anticipé, parce que si vous faites un remboursement anticipé parce que vous avez un peu de cash, vous réduisez le montant emprunté, donc la mensualité, donc même système. Donc c'est 3 astuces qui ont pour but de réduire votre endettement. Voilà, donc pour rester dans les normes du Haut Conseil de la santé financière qui impose 35% d'endettement. Alors ça c'est une autre astuce, mais enfin c'est pas une astuce, c'est plus à réfléchir. On pense toujours acheter un bien pour faire des travaux. Vous entendez que ça, je pense, ici. Il faut acheter un bien, il faut faire des travaux, il faut le emmeubler LMNP. Bon, je ne vais pas tout décrire là, c'est des questions, je pourrais vous répondre après. Parce qu'on peut amortir le bien, les travaux, etc. Sauf que, comme le coût des travaux commence à devenir beaucoup plus cher qu'avant, c'est quand même beaucoup plus d'investissement au départ, donc c'est plus cher, plus de crédit, plus de capacité financière. Et donc l'idée, c'est de se dire, et en plus, alors je vais expliquer rapidement sans rentrer dans les détails, après si vous avez des questions, vous pouvez me demander, mais en fait quand vous faites du meublé, la location en meublé, qui vous permet de faire de l'amortissement, donc qui permet de réduire votre assiette imposable, donc une fois que vous avez touché vos loyers, vous déduisez les charges, vous déduisez l'amortissement, enfin vous déduisez d'abord l'amortissement d'ailleurs, puis les charges, et c'est ça qui est imposable.
Donc la magie du LMNP, c'est que pendant quelques années, souvent, on n'a rien à payer parce qu'on amortit tout le bien. Mais les travaux, on se dit toujours, mais oui, mais les travaux aussi vont être amortis. Oui, mais en fait, les travaux, même si vous ne faites pas de travaux, vous allez quand même tenir 6, 7, 8, 10 ans sans payer d'impôts. Donc en fait, les travaux n'interviennent que plus tard. Peut-être que vous aurez même vendu votre bien avant de profiter de l'amortissement des travaux. Donc c'est peut-être bien de réfléchir à se dire, bah, je ne fais pas de travaux, j'ai un truc clé en main, il est déjà rentable, je l'achète déjà rentable, j'ai déjà mes locataires, tout va bien, quoi. Et en plus, ça permet d'avoir des baux déjà, donc un loyer prouvé à votre banquier. Donc ça permet de mieux sécuriser l'opération, lui il est rassuré, d'avoir un meilleur taux, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est pas assez dit. En tout cas en ce moment, ça a un intérêt. Donc les charges, il va falloir faire attention aux charges puisque ça augmente beaucoup. Alors ça, c'est que dans le cas où on a une copropriété et qu'on a des charges de copropriété. Pour le reste, la consommation, c'est le locataire. En meublé, on peut faire des charges forfaitaires qui permettent de pallier à ça. Donc ça, c'est une astuce que beaucoup utilisent. Puisqu'en fait, on n'a pas de limite, on ne fait pas un calcul de provision de charge quand on est en meublé, on peut le faire forfaitaire. Et du coup, parce qu'on met l'internet, la télé, etc., etc. Et donc en fait, on peut choisir son montant de frais. Et donc là, on peut essayer de compenser pour réduire cette conséquence-là. Et enfin, un autre, évidemment, si vous avez de l'argent de côté, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est toujours comme ça, mais encore plus en ce moment. Parce que si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez faire un plus gros apport, donc vous pouvez faire une meilleure offre à un vendeur potentiel, vous allez mieux convaincre la banque, vous allez avoir un taux moindre, parce que vous faites plus d'apports, donc vous sécurisez plus la banque, donc elle peut vous faire un taux inférieur. Vous êtes en capacité de négocier, comme les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, le cash c'est intéressant dans ce cas-là. Alors c'est pas pour tout payer, mais ça permet d'améliorer l'opération. Voilà, donc évidemment, si vous avez l'argent de côté en ce moment et que vous avez un projet immobilier que vous voulez utiliser, voilà, laissez-le pas sur un placement risqué, mettez-le de côté, gardez-le pour votre projet immobilier. Voilà. Et bien sûr, bon, ça c'est un conseil global, mais c'est vrai qu'en ce moment, comme il y a cette hypothèse de baisse des prix que je vous ai dit tout à l'heure, la conséquence des baisses éventuelles de prix, c'est pas parce que les prix n'ont pas encore vraiment baissé que le rapport de force n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être qu'en ce moment, comme il y a de plus en plus de vendeurs, de moins en moins d'acheteurs, en fait, vous pouvez négocier. Mais avant que vous voyez l'effet des prix sur la négociation et les prix, on le verra que dans 6 mois, 1 an, parce qu'il y a un délai énorme en immobilier, c'est une inertie, c'est des mouvements très lents. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, les notaires, ils publieront dans 6 mois, en fait. Donc dans 6 mois, on verra ce que les gens ont négocié maintenant. Donc il est possible que ce soit beaucoup plus simple en ce moment de négocier qu'on ne pense. Voilà. Et bien sûr, on peut plus négocier quand on a construit notre financement encore meilleur avec de l'apport, etc. Voilà, donc je ne vais pas être trop long. Donc la conclusion, c'est de dire, c'est toujours évidemment le moment d'acheter, et je pense qu'il ne faut pas se mettre dans un... Je vais parler tout à l'heure de baisse de prix, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la baisse de prix, de toute façon personne ne sait si les prix vont baisser. L'idée de dire, c'est toujours le moment d'acheter. Si vous êtes dans l'idée de faire un projet immobilier, c'est toujours maintenant qu'il faut le faire, le plus tôt possible. Et l'augmentation des taux n'y changera rien pour l'instant. Voilà. Et puis si les prix baissent, de toute façon, si les taux montent, ça reste jouable quand même. Mais c'est juste qu'il faut comprendre, s'adapter avec les interlocuteurs que vous avez, savoir comment vous placer, quoi faire pour mettre toutes les chances de votre côté, quoi. Voilà, c'est tout.